Au mariage de ma sœur cadette, maman a ri fortement. Regarde Théoï. 35 ans et toujours célibataire? Quand seras-tu comme ta sœur? Papa a souri avec mépris. Certaines personnes sont seules pour une raison. J'ai souri, j'ai posé mon verre et j'ai dit, je suis déjà marié. Vous ne méritiez pas une place à mon mariage. Mes parents se sont figés puis ont explosé, qu'est-ce que cela veut dire? Explique. Je m'appelle Elisa Langford. J'ai 35 ans. Et au mariage de ma jeune sœur, ma mère a décidé que ma vie entière était quelque chose dont elle pouvait se moquer. Elle l'a fait avec une coupe de champagne à la main, un sourire parfait sur le visage, et la moitié de la salle de bal écoutant comme si mon humiliation faisait partie du divertissement de la soirée. Les discours étaient censés parler d'amour, de famille et d'un beau nouveau départ. Au lieu de cela, ma mère m'a regardé de l'autre côté de la table et a ri. « Regarde-toi » a-t-elle dit assez fort pour que les invités à proximité tournent la tête. 35 ans et toujours célibataire. Est-ce que quelqu'un te choisira un jour? Quelques personnes ont laissé échapper ces petits rires nerveux que les gens font quand ils savent que quelque chose est cruel, mais qu'ils ne veulent pas être les premiers à s'y opposer. Ma jeune sœur s'est figée à côté de son nouveau mari, mais elle n'a rien arrêté. Mon père s'est adossé à sa chaise, a souri d'un air suffisant comme s'il avait attendu son tour, et a dit, certaines personnes sont seules pour une raison. Ce fut le moment où quelque chose à l'intérieur de moi est devenu complètement immobile. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne leur ai pas donné la réaction brisée qu'ils attendaient. J'ai simplement posé ma coupe de champagne, je me suis levé lentement et je leur ai souri à tous les deux. Puis j'ai dit, je suis déjà marié. Vous ne méritiez pas une place à mon mariage. Le silence a frappé la pièce plus fort que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Le visage de ma mère a pâli. Le sourire narquois de mon père a disparu. Ma sœur a chuchoté mon nom comme si je venais de ruiner sa journée parfaite. Puis ma mère a explosé. Qu'est-ce que cela veut dire? Explique-toi tout de suite. Et pour la première fois depuis des années, j'étais prête à leur dire exactement pourquoi ils avaient été mis à l'écart. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi honnêtement, si votre famille vous humiliait devant tout le monde, resteriez-vous silencieux pour protéger leur image, ou laisseriez-vous enfin la vérité réduire la pièce en cendres? Le nom de ma mère est Patricia Langford, et pendant la majeure partie de ma vie, elle a cru qu'une famille n'avait de valeur que par l'image qu'elle pouvait présenter en public. Mon père, Martin Langford, croyait la même chose, mais il était plus discret à ce sujet. Il avait une façon de vous regarder qui vous donnait l'impression d'être un investissement décevant. Nous avons grandi à l'extérieur de Charleston, en Caroline du Sud, dans un quartier où chaque pelouse semblait taillée à la main et chaque porche semblait prêt pour une photo de magazine. Ma mère a construit son identité sur le fait d'être admirée lors de déjeuners de charité, de fêtes prénuptiales et de services dominicaux. Elle savait quelle famille avait de l'argent, quelle fille faisait de bons mariages, et quelle femme avait échoué à contrôler leurs enfants. Dans son esprit, perdre le contrôle était la plus grande honte qu'une mère puisse subir. Ma jeune sœur, Sienna Langford, a rendu cette image facile. Elle était raffinée, sociable, photogénique et toujours prête à sourire pour une photo. À 28 ans, Sienna était devenue une petite référence en matière de style de vie autour de Charleston. Elle organisait des mariages, publiait des vidéos sur la décoration de table et faisait croire aux gens que choisir la bonne couleur de serviette était un accomplissement moral. Quand elle s'est fiancée à Graham Prescott, ma mère a agi comme si la famille avait remporté un prix public. Graham venait du genre de famille que mes parents respectaient avant même de le rencontrer. Ses parents avaient de l'argent de longue date, des connexions dans des clubs privés et un nom de famille que les gens reconnaissaient. Dès l'instant où Sienna a reçu cette bague, ma mère a parlé du mariage comme si c'était la preuve qu'elle avait élevé le bon type de fille. Puis il y avait moi, Elisa Langford, 35 ans, sœur aînée, non mariée pour autant qu'il le sache, sans enfant, sans pyjama de vacances assorti, sans mari à Thanksgiving, et sans aucun intérêt à transformer ma vie en vitrine pour l'approbation de ma mère. Je travaillais dans la cybersécurité, protégeant les hôpitaux et les réseaux médicaux contre les attaques par rançongiciel. J'avais créé une entreprise qui aidait les salles d'urgence à continuer de fonctionner lorsque des criminels tentaient de bloquer les dossiers des patients, les plannings chirurgicaux et les systèmes de traumatologie. J'avais consulté des conseils d'administration d'hôpitaux, pris la parole lors de conférences sur la sécurité médicale, embauché des équipes et aidé à prévenir des catastrophes dont la plupart des familles n'entendraient jamais parler. Car le meilleur travail dans mon domaine se faisait discrètement.
Mais le succès discret ne signifiait presque rien dans ma famille. Si ma mère ne pouvait pas le publier avec une photo flatteuse et une légende sur les bénédictions, elle ne savait pas comment l'apprécier. Quand les gens posaient des questions sur moi, elle souriait de manière trop crispée et disait « Elisa est très concentrée sur sa carrière ». Puis elle baissait la voix comme si elle partageait quelque chose de tragique et ajoutait « Nous prions toujours pour qu'elle trouve quelqu'un ». Mon père était pire en privé lors des dîners de famille. Il demandait quand je comptais me poser, comme si j'avais flotté dans la vie au lieu de diriger une entreprise, de payer ma propre hypothèque et de prendre soin de moi-même depuis la vingtaine. Sienna a appris d'eux. Elle a appris que ma vie était le point de comparaison qui faisait briller la sienne davantage. Si elle était la mariée, j'étais l'avertissement. Si elle était choisie, j'étais ignoré. Pendant des années, je les ai laissés raconter cette histoire parce que les corriger demandait plus d'énergie que je ne voulais en donner. J'avais partagé des choses importantes auparavant. Quand un réseau hospitalier a attribué à mon équipe le mérite d'avoir évité une fermeture majeure, ma mère a répondu avec un emoji cœur, puis a publié 12 photos de la visite du lieu de réception de Sienna. Quand j'ai remporté un prix régional pour les femmes dans la technologie, mon père a dit « C'est bien, chérie ». Puis il a demandé si j'avais rencontré quelqu'un à la cérémonie. Quand mon entreprise a signé un contrat majeur avec un hôpital pour enfants, Sienna a envoyé un message « Félicitations ». Et 3 minutes plus tard, elle a demandé si je pouvais réparer son tableau de liste d'invités. Ils n'étaient pas des monstres chaque minute de la journée, et cela rendait les choses plus difficiles. Ils se souvenaient des anniversaires. Ils envoyaient de la soupe quand j'étais malade. Ils disaient qu'ils m'aimaient. Mais leur amour venait toujours avec une règle à la main, me mesurant à la vie qu'ils voulaient que je joue. Avec le temps, j'ai arrêté de leur donner les vraies parties de moi. J'ai donné des réponses sûres. Le travail va bien. Le trajet s'est bien passé. Non, je ne vois personne. Oui, Sienna est magnifique. Je les ai laissés croire que j'étais seul parce que la vérité était devenue trop précieuse pour être confiée à des gens qui ne pouvaient pas la tenir doucement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que la version la plus solitaire de moi-même était celle que je devenais autour d'eux. J'ai rencontré Adrienne Marlowe 6 ans avant le mariage de Sienna dans une salle de conférence d'hôtel à Denver lors d'un sommet sur les technologies médicales qui sentait le café brûlé, l'encre d'imprimante et l'ambition. J'étais là pour présenter une conférence sur la cybersécurité des hôpitaux. Pas le genre de technologie glamour que les gens aiment imaginer, mais le genre qui détermine si une salle d'urgence peut accéder au dossier de groupe sanguin pendant une crise. Adrienne était là en tant que médecin urgentiste et directeur d'un programme de réponse de santé publique. Il avait passé des années à concevoir des systèmes pour que les hôpitaux continuent de fonctionner pendant les tempêtes, les événements faisant de nombreuses victimes et les pannes d'infrastructures. Je l'ai remarqué pour la première fois parce qu'il a posé la seule question qui prouvait qu'il avait vraiment écouté. La plupart des gens posaient des questions sur les coûts, les assurances et les responsabilités. Adrienne a demandé, que arrive-t-il aux patients lorsqu'un hôpital a l'argent pour reconstruire ses systèmes, mais pas la confiance des personnes qu'il a laissé tomber? Je me souviens l'avoir regardé depuis la scène et avoir pensé, enfin, quelqu'un comprend que derrière chaque pare-feu, il y a un être humain qui attend des soins. Après la session, il m'a trouvé près d'une table de pâtisserie assise et s'est présenté. Il était calme, direct et n'était pas impressionné par lui-même, ce qui était rare dans des pièces remplies de gens essayant de paraître importants. Il m'a parlé d'une alerte au rançongiciel à laquelle son hôpital avait survécu. Je lui ai parlé d'une clinique rurale qui avait failli perdre l'accès au dossier de médicaments parce qu'un employé avait cliqué sur le mauvais email. Ce qui devait être une conversation professionnelle de 10 minutes est devenu 2 heures dans le hall, puis un dîner, puis une promenade dans le centre-ville de Denver. Parce qu'aucun de nous ne voulait que la conversation se termine. Adrienne a écouté d'une manière qui a semblé presque dangereuse au début, non pas parce qu'il était intense, mais parce qu'il était présent. Il ne m'a pas réduite à mon âge, à mon statut relationnel ou à la question de savoir si ma vie semblait assez douce pour rassurer les autres. Il a demandé ce qui me tenait à cœur, puis s'est souvenu de la réponse. Pendant des mois, nous avons appelé cela du réseautage. C'est le mot que les adultes utilisent quand ils font semblant de ne pas attendre que le nom de quelqu'un apparaisse sur leur téléphone. Nous avons échangé des emails sur les systèmes hospitaliers, puis sur les livres, la nourriture et l'épuisement d'être fiable dans chaque pièce. Il vivait à Atlanta. Je partageais mon temps entre Charleston et Atlanta pour des clients. Le café est devenu un dîner. Le dîner est devenu des dimanches matins à un marché de producteurs.
Un voyage de travail s'est transformé en un jour de séjour supplémentaire. La première fois qu'il a tenu ma main, cela a ressemblé moins à un commencement qu'à une reconnaissance. Je lui ai parlé de ma famille lentement. L'obsession de ma mère pour les apparences. Le jugement silencieux de mon père. Les insultes polies de Sienna déguisées en inquiétude. Je m'attendais à ce qu'il me dise que toutes les familles étaient compliquées. Il ne l'a pas fait. Il a dit, on dirait qu'ils aiment la version de toi qui les fait se sentir bien, pas la version de toi qui est réelle. Je n'avais aucune défense contre cette phrase parce qu'elle était vraie. Un an après notre rencontre, Adrienne m'a demandé de l'épouser pendant que nous séjournions près d'Asheville, en Caroline du Nord. Il n'y avait pas de photographe caché, pas de représentation publique. Nous nous tenions dans une serre en verre après une tempête de pluie, entourée de feuilles mouillées et de fenêtres embuées, et il a dit qu'il voulait une vie avec moi qui n'avait pas besoin d'un public pour être réelle. J'ai dit oui avant qu'il n'ait fini de demander. 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans cette même serre avec 14 personnes présentes. Ses parents, Walter et Marianne Marlowe, étaient là. Ma meilleure amie, Bianca Flore, a pleuré plus fort que quiconque. Quelques collègues d'Adrienne sont venus. Le directeur des opérations de mon entreprise, Ethan Rhodes, a porté un toast qui a fait rire et pleurer tout le monde à la même minute. Mes parents n'étaient pas invités. Sienna n'était pas invitée. Je n'ai pas pris cette décision par cruauté. Je l'ai prise par protection. Je savais ce que ma mère ferait d'un mariage. Elle poserait des questions sur les fleurs avant les sentiments, sur la famille d'Adrienne avant sa gentillesse, et si la robe me flattait assez pour les photos. Mon père interrogerait Adrienne sur son salaire, ses propriétés, et si je prévoyais de ralentir après le mariage. Sienna trouverait le moyen de se faire le centre de la pièce. Je ne voulais pas que mon mariage devienne un autre endroit où je devais me faire petite. Alors, j'ai choisi la paix. J'ai choisi des vœux sous des nuages de pluie. J'ai choisi les mains d'Adrienne tenant les miennes. J'ai choisi les personnes qui me voyaient clairement avant de me célébrer bruyamment pour une journée parfaite. Personne n'a demandé quand je serais enfin choisi. Tout le monde là-bas savait déjà que je m'étais choisi en premier. Pendant un moment, garder mon mariage privé a ressemblé à de la liberté. Adrienne et moi avons construit une vie qui était chaleureuse, pleine et presque étonnamment normale de la meilleure façon possible. Nous avions un loft dans le centre d'Atlanta avec de hautes fenêtres, trop de livres, et un îlot de cuisine où la plupart de nos conversations sérieuses avaient lieu pendant que l'un de nous coupait des légumes et que l'autre les volait. Nous travaillions trop, tous les deux. Mais nous comprenions cela l'un de l'autre. Certains soirs, il rentrait de l'hôpital en portant le silence épuisé d'un homme qui en avait trop vu, et je m'asseyais à côté de lui sans l'obliger à s'expliquer. Certains soirs, je rentrais à la maison après 12 heures d'appel d'urgence avec un client hospitalier, et il posait de la nourriture devant moi avant de demander si j'étais prête à parler. Nous n'étions pas parfaits, aucun vrai mariage ne l'est, mais nous étions gentils l'un envers l'autre exprès. Nous ne faisions pas de l'embarras une arme. Nous ne transformions pas les peurs privées en blagues publiques. Nous n'utilisions pas l'amour comme une scène. Cela seul rendait mon mariage plus sûr que la maison familiale dans laquelle j'avais grandi. Mais le secret avait un coût. Chaque fête, anniversaire et rassemblement familial à Charleston exigeait une version de moi qui semblait plus mince que la vérité. Je descendais seul en voiture, portant mon alliance sur une chaîne sous ma chemise ou la laissant à la maison parce que je ne voulais pas de questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Ma mère me serrait dans ses bras sur le pas de la porte et scrutait derrière moi comme si un homme pouvait apparaître si elle avait l'air assez déçue. Mon père demandait si le travail était toujours aussi chargé, d'un ton qui faisait sonner chargé comme une maladie. Sienna arrivait avec des cadeaux, des histoires et la confiance facile de quelqu'un qui savait que la pièce avait déjà accepté de l'admirer. J'assistais à des fêtes prénuptiales, des pique-niques d'église et des dîners d'anniversaire pendant que les gens me demandaient si je fréquentais quelqu'un. Ma mère répondait avant que je ne le puisse. Pas encore, disait-elle joyeusement. Nous sommes pleins d'espoir. Plein d'espoir, comme si j'étais une rénovation inachevée. Une fois, lors d'un brunch de Noël, Patricia a dit à 3 femmes de son cercle de charité que j'étais marié à mon ordinateur portable. Elles ont ri. J'ai souri parce que je m'étais entraîné à sourire. Ce soir-là, j'ai appelé Adrienne depuis ma chambre d'enfant et je l'ai trouvée dans notre cuisine à Atlanta en train de préparer du thé dans ma tasse préférée. J'ai failli lui dire que j'avais fini de me cacher, mais ensuite j'ai imaginé ma mère pleurer parce qu'elle avait été exclue,
mon père me faire la leçon sur la loyauté et Sienna m'accuser de voler l'attention. Alors j'ai de nouveau ravalé la vérité. Adrien n'a jamais insisté, ce qui me faisait parfois me sentir encore plus coupable. Il avait tout à fait le droit de vouloir être connu. Pourtant, il respectait suffisamment la blessure pour ne pas me l'arracher des mains avant que je ne sois prête à la poser. Malgré tout, j'ai vu ce que mon silence lui coûtait. Lors de notre 4e dîner d'anniversaire, le serveur a demandé si nous fêtions quelque chose. Adrien a souri et a dit « Ma femme est la meilleure décision que j'ai jamais prise ». J'ai ri, mais plus tard j'ai pleuré dans les toilettes parce que mes propres parents ne savaient pas que cette phrase existait dans le monde. Quand mon père a subi une opération chirurgicale mineure, j'ai conduit jusqu'à Charleston seul pendant qu'Adrien m'envoyait des messages toutes les heures. Ma mère m'a félicité d'être une fille dévouée, puis a ajouté « Imagine à quel point ce serait plus facile si tu avais quelqu'un ». J'ai fixé ce message jusqu'à ce que les lettres se brouillent. J'avais quelqu'un. J'avais quelqu'un qui aurait conduit toute la nuit, se serait assis à côté de moi, aurait posé de meilleures questions au chirurgien que quiconque, et se serait assuré que je mange autre chose que des biscuits de distributeur automatique. Mais j'avais entraîné ma famille à croire que je n'avais personne, et ils étaient heureux de le croire parce que ma solitude rendait leur vision du monde bien ordonnée. La semaine précédant le mariage de Sienna, Adrien m'a regardé emballer une robe de soirée que je ne voulais pas porter. Puis il a dit, « Y vas-tu en tant que toi-même cette fois ou en tant que la version qu'ils peuvent tolérer ?» J'ai détesté la douceur avec laquelle il l'a dit parce que c'était exact. Je lui ai dit que j'avais juste besoin de traverser un week-end. Il a embrassé mon front et a dit, « Alors traverse-le. Mais n'oublie pas, une paix qui exige que tu disparaisses n'est pas la paix. » J'ai emporté cette phrase à Charleston, à travers le dîner de répétition, à travers les faux sourires de ma mère, à travers les commentaires de Sienna sur mon courage de venir seul. Et à travers mon père me présentant à un associé d'affaires veuf comme si j'étais une maison qu'il essayait de vendre depuis trop longtemps. Le jour du mariage, j'étais fatigué d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Je ne suis pas arrivé avec l'intention de tout révéler. Mais parfois, la vérité attend silencieusement pendant des années et une seule phrase cruelle ouvre la porte. Après avoir dit que j'étais déjà marié, la salle de bal a semblé oublier comment respirer. Les doigts de ma mère se sont resserrés autour de sa coupe de champagne. Mon père m'a dévisagé comme s'il pouvait forcer mes mots à retourner dans ma bouche par la seule désapprobation. Le visage de Sienna est devenu blanc sous le maquillage parfait qu'elle avait payé $300 à quelqu'un pour appliquer. Pendant une seconde suspendue, personne n'a bougé. Puis ma mère a ri. Pas son vrai rire. Son rire public, celui qu'elle utilisait quand quelque chose s'était terriblement mal passé, mais qu'elle voulait que tout le monde fasse comme si ce n'était pas le cas. Elisa, a-t-elle dit, ne sois pas ridicule. Ce n'est pas le moment pour l'un de tes petits commentaires dramatiques. Je l'ai regardé calmement. Je pense que tu as rendu cela dramatique quand tu as utilisé le toast de mariage de ta fille pour demander si quelqu'un me choisirait un jour. Quelques invités ont bougé sur leur siège. Quelqu'un a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Mon père s'est penché en avant, la voix basse et tranchante. « Assez. Tu fais honte à cette famille. » J'ai presque ri parce que la phrase lui correspondait parfaitement. « Pas, es-tu blessé ? Pas, est-ce vrai ?» Sa première préoccupation était l'image de la famille, la statue invisible que ma mère avait passé sa vie à polir. Sienna s'est levée à moitié, agrippant le bord de la table. « Elisa, arrête. C'est mon mariage aujourd'hui. » Je me suis tourné vers elle. « Je sais. Je ne suis pas venu ici pour le gâcher, mais je ne suis pas non plus venu ici pour servir de divertissement. » Graham Prescott ressemblait à un homme réalisant qu'il s'était marié dans une pièce pleine d'explosifs. Ma mère a posé son verre et a parlé entre ses dents serrées. « Bien. Si tu es marié, où est-il ? » Elle s'attendait à ce que je trébuche, que je rougisse, que j'avoue que je l'avais inventé parce que je ne pouvais pas supporter l'humiliation. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone. « Il s'appelle Adrien Marleau, ai-je dit. Il est médecin urgentiste et directeur d'un programme de réponse de santé publique à Atlanta. Nous sommes mariés depuis 5 ans. » Les mots sont tombés un par un. Marié, 5 ans, Atlanta, Adrien. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert l'album que j'avais évité de leur montrer pendant une demi-décennie. Je n'ai pas choisi les photos les plus parfaites. J'ai choisi les vraies. Adrien et moi sous le toit de verre à Asheville, mes cheveux humides de pluie,
sa main enroulée autour de la mienne. Adrien en tenue d'hôpital bleu endormi sur notre canapé avec une chaussure encore au pied après une garde de 20 heures. Nous deux lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital, sa main dans le creux de mon dos, mon alliance visible car ce soir-là, je n'avais pas eu besoin de la cacher. Une photo de nous devant le nouveau bureau de mon entreprise à Atlanta, tenant des gobelets de café bon marché et souriant comme deux personnes qui avaient construit quelque chose ensemble. J'ai posé le téléphone sur la table et je l'ai fait glisser vers ma mère. Elle a fixé l'écran mais ne l'a pas touché. Mon père l'a pris à sa place. J'ai regardé son visage changer. La confusion est venue en premier, puis la reconnaissance que les photos étaient trop ordinaires pour être fausses. Puis la colère, parce que la colère était plus facile que la honte. Tu t'es marié sans nous le dire, a-t-il dit. Tu as laissé des étrangers y assister pendant que tes propres parents étaient exclus. J'ai repris le téléphone. Ils n'étaient pas des étrangers. C'étaient des personnes qui savaient comment être heureuses pour moi sans faire tourner mon bonheur autour d'elles. Ma mère a halté comme si je l'avais giflée. Comment oses-tu nous parler comme ça? J'ai senti des années de réponses ravalées remonter dans ma gorge, mais ma voix est restée stable. Savez-vous ce que je fais dans la vie? Ma mère a froncé les sourcils. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit exactement de travail, ai-je dit. Savez-vous ce que fait mon entreprise? Elle a regardé mon père. Mon père a détourné le regard. Les yeux de Sienna sont tombés sur la table. Tu fais quelque chose avec des ordinateurs, a finalement dit ma mère. La sécurité peut-être. J'ai hoché la tête. Je protège les hôpitaux des cyberattaques. Mon équipe aide à maintenir les systèmes d'urgence en marche lorsque des criminels tentent de les arrêter. L'année dernière, nous avons aidé un hôpital pour enfants à éviter de perdre l'accès au dossier des patients lors d'une tentative de rançongiciel. J'ai envoyé l'article dans la discussion de groupe familial. Tu as répondu avec un emoji pouce en l'air, puis tu as demandé à tout le monde quel centre de table était le meilleur pour la fête prénuptiale de Sienna. Personne n'a parlé. Je me suis tourné vers mon père. Quand j'ai remporté le prix Arbor pour les femmes dans la technologie, tu as dit, c'est bien, chérie. Et tu as demandé si j'avais rencontré des hommes convenables là-bas. Puis je me suis tourné vers Sienna. Quand mon entreprise a ouvert son bureau d'Atlanta, tu as demandé si je pouvais réviser ton tableau de fournisseurs parce que j'étais probablement libre de toute façon. Les yeux de Sienna se sont remplis de larmes, mais j'avais déjà vu ces larmes. Parfois, elles étaient de la panique parce que la pièce avait cessé de la protéger. Le visage de ma mère s'est déformé. Alors c'est une vengeance. Tu as attendu le mariage de ta sœur pour nous punir. Non, ai-je dit. J'ai attendu à travers des années passées à être corrigé, minimisé, pris en pitié et moqué. J'ai attendu à travers chaque dîner où tu m'as qualifié de solitaire devant les gens. J'ai attendu à travers chaque demande de prière que tu as publiée pour que je trouve mon chemin comme si j'étais perdu parce que je ne ressemblais pas à Sienna. J'ai attendu jusqu'à ce que tu te tiennes devant une salle de bal et que tu demandes si quelqu'un me choisirait un jour. Alors j'ai décidé que vous aviez enfin mérité la réponse. L'appareil photo d'un téléphone s'est baissé rapidement à une table voisine quand j'ai jeté un coup d'œil. C'est à ce moment-là que ma mère a compris que c'était plus grand que notre famille. D'autres personnes avaient entendu. D'autres personnes avaient vu. La mère parfaite avait fait une blague cruelle, et la fille dont elle s'était moquée s'était avérée ne pas être pathétique, ni abandonnée, ni en attente, mais aimée et mariée sans sa permission. Mon père a essayé une fois de plus. Tu aurais dû nous le dire en privé. Je l'ai regardé. J'ai essayé de vous dire des choses en privé pendant des années. Vous n'écoutiez pas en privé. Les lèvres de ma mère ont tremblé. Tu m'as volé la chance de voir ma fille se marier. Non, ai-je dit doucement. Tu t'es volé toi-même quand tu m'as appris que mon jour le plus heureux ne serait pas en sécurité avec toi dans la pièce. Sienna a chuchoté. Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça. Je me suis tourné vers elle et ma voix s'est adoucie. Sienna, je ne me suis pas levé pendant tes vœux. Je n'ai pas interrompu ta première danse. Je ne t'ai pas insulté devant tes invités. Maman l'a fait. Papa l'a aidé. Je n'ai fait que répondre. Graham a posé une main sur le dos de Sienna, mais ses yeux étaient fixés sur mes parents, pas sur moi. Cela comptait. Les gens commençaient à comprendre d'où venaient les dégâts. J'ai ramassé ma pochette. Ma mère a attrapé mon poignet quand je suis passé devant elle. Pas fort,
mais désespérément. Elisa, attends. Nous n'avons pas fini. J'ai baissé les yeux vers sa main jusqu'à ce qu'elle lâche prise. Si, nous avons fini, ai-je dit. Pour ce soir. Mon père a prononcé mon nom de ce ton menaçant qui me faisait me recroqueviller autrefois. Cela ne marchait plus. Je les ai regardés tous les deux une dernière fois. Vous n'avez pas perdu une invitation à mon mariage ce soir. Vous avez perdu le droit de prétendre que vous avez été exclu sans raison. Puis je suis sorti de la salle de bal, passant devant les fleurs, le livre d'or et la photo encadrée de Sienna et Graham souriant dans une lumière dorée parfaite. Derrière moi, la pièce a éclaté en chuchotements. Devant moi, le couloir était calme. Mon téléphone a vibré avant que je n'atteigne l'ascenseur. C'était Adrien. Juste 2 mots. Ça va? J'ai regardé le message et pour la première fois de la journée, j'ai souri. Puis j'ai répondu, maintenant, oui. La première vidéo est apparue en ligne avant minuit. Je ne l'ai pas publiée. Je n'ai demandé à personne de la publier. Je ne savais même pas qu'elle existait jusqu'à ce que Bianca m'envoie une capture d'écran le lendemain matin avec le message « S'il te plaît, respire avant de regarder ça ». Un invité avait enregistré le toast de ma mère à partir du moment où elle a levé son verre. La vidéo a tout capturé. Le sourire, le rire, les mots. 35 ans et toujours célibataire. Est-ce que quelqu'un te choisira un jour? Le sourire narquois de mon père, sa phrase affirmant que certaines personnes sont seules pour une raison. Puis ma réponse, je suis déjà marié. Vous ne méritiez pas une place à mon mariage. L'extrait ne durait que 47 secondes, mais il a fait plus de dégâts à l'image de ma mère que des décennies de cruauté privée n'auraient jamais pu le faire. Le dimanche après-midi, il avait circulé dans les groupes Facebook locaux, les cercles de l'église, les discussions de fournisseurs de mariage et le genre de réseaux sociaux de Charleston qui font semblant d'être polis tout en propageant les commérages plus vite qu'un feu sur de l'herbe sèche. Au début, les commentaires étaient choqués. Puis ils sont devenus en colère. Les gens qui avaient fait l'éloge de Patricia Langford pendant des années en tant que mère dévouée ont soudainement vu la partie d'elle qui m'était habituellement réservée. Elle a essayé de limiter les dégâts avec une publication soigneusement formulée. Elle disait, lors d'un moment d'émotion au mariage de ma fille, des mots ont été mal compris, et je suis désolée si quelqu'un a été blessé. Cela a empiré les choses. L'expression aussi quelqu'un a été blessé est devenue sa propre punition. Les gens la lui ont citée en retour. Une femme de son comité de charité a commenté, « Patricia, il n'y avait rien de mal compris dans le fait de demander à ta fille si quelqu'un la choisirait. » Une autre a écrit, « Peut-être que la fille qui a été moquée n'est pas celle qui doit des explications à qui que ce soit. » Dès lundi, la collecte de fonds pour l'alphabétisation des enfants où ma mère devait présenter le conférencier principal a discrètement retiré son nom du programme. Elle a dit aux gens qu'elle s'était mise en retrait pour se concentrer sur la guérison familiale. Je le savais parce que 3 membres de la famille m'ont envoyé des captures d'écran. La vie privée. Ce mot m'a presque fait rire. Elle ne m'avait jamais offert de vie privée lorsqu'elle utilisait ma prétendue solitude comme sujet de conversation. Les conséquences pour mon père sont venues plus lentement, mais elles ont coupé court parce qu'elles touchaient aux affaires. Martin Langford vendait des biens immobiliers haut de gamme à des familles qui se souciaient de la réputation, des districts scolaires, des colonnes de Porsche et de la question de savoir si un homme avait l'air digne de confiance dans un blazer bleu marine. La vidéo l'a fait paraître petit. Pas criminel, pas ruiné, juste petit. Un client qui se préparait à mettre une propriété au bord de l'eau en vente avec lui a choisi quelqu'un d'autre. Un comité de club privé a reporté le vote sur sa nomination au conseil d'administration. Personne n'a dit que c'était à cause de la vidéo. Les gens comme eux disent rarement la vraie raison à voix haute. Ils utilisaient des expressions comme le timing, la sensibilité et les affaires familiales. Mon père a compris. Pour la première fois de sa vie, il avait été jugé sur un moment public qu'il ne pouvait pas justifier. Il m'a appelé 3 jours après le mariage. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Son message était rigide. « Ta mère est très contrariée, a-t-il dit. Ceci est allé trop loin. » J'ai écouté 2 fois, attendant des excuses qui ne sont jamais venues. Puis je l'ai supprimé. La réaction de Sienna a été plus désordonnée. Au début, elle a envoyé un long message m'accusant de l'avoir humiliée à son propre mariage. Elle a dit que les invités parlaient plus de moi que de sa robe, de ses vœux ou de la conception de sa réception.
Ricanement, elle a dit que les proches de Graham posaient des questions inconfortables. Elle a dit que j'avais volé l'attention. Je l'ai lu à l'îlot de ma cuisine à Atlanta pendant qu'Adrien préparait tranquillement du café en face de moi. Quand je lui ai tendu le téléphone, il l'a lu et a dit « Elle n'est pas encore prête à être honnête ». Il avait raison. 3 jours plus tard, Sienna a envoyé un autre message. « Avais-tu prévu de le dire ce soir-là » J'ai répondu « Non ». Elle a répondu « Alors pourquoi a-t-on l'impression que nous sommes tous tombés dans quelque chose qui nous attendait ?» J'ai fixé cette phrase pendant longtemps parce que c'était la chose la plus proche de la compréhension à laquelle elle était jamais arrivée. La vérité attendait, non pas comme un piège, mais comme une dette. Chaque blague, chaque comparaison, chaque petite blessure publique avait ajouté des intérêts. Finalement, quelqu'un devait payer. La deuxième publication d'excuses de ma mère est arrivée une semaine plus tard, et je savais que quelqu'un l'avait aidée à l'écrire car elle semblait moins calculée et plus humaine. Elle a admis qu'elle m'avait humilié. Elle a admis qu'elle avait confondu contrôle et inquiétude. Elle a admis qu'elle avait fait l'éloge d'une fille en rabaissant l'autre. Ce n'était pas parfait. Cela centrait encore sa honte plus que ma douleur. Mais c'était la première fois que je voyais ma mère nommer ce qu'elle avait fait sans l'habiller d'amour. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas aimé la publication. Je n'ai pas appelé pour la réconforter. Ce silence a été difficile pour elle car elle était habituée au nettoyage émotionnel. Elle avait l'habitude de dire quelque chose de blessant, de pleurer lorsqu'elle était confrontée, et de laisser la personne blessée devenir responsable de la faire se sentir pardonnée. Je refusais de jouer ce rôle plus longtemps. Mon père a envoyé un message, « Nous devons parler ». J'ai répondu par une seule phrase. « Nous pourrons parler quand tu seras prêt à t'excuser sans expliquer pourquoi tu penses que je t'ai forcé à le faire. » Il n'a pas répondu pendant 2 jours. Quand il l'a finalement fait, il a écrit « Je ne sais pas comment faire ça ». C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais envoyée. J'ai répondu « Commence par là ». Le mariage qui était censé prouver que Sienna était la fille choisie est devenu l'événement qui a exposé le coup de choisir un enfant comme trophée familial et l'autre comme avertissement familial. Ma mère a perdu l'admiration qu'elle avait prise pour de l'amour. Mon père a perdu l'autorité publique qu'il avait prise pour du caractère. Sienna a perdu le fantasme selon lequel être favorisé signifiait être en sécurité. Et j'ai perdu quelque chose, aussi. J'ai perdu la dernière raison de continuer à protéger leur version de moi. 3 mois après le mariage, mes parents ont demandé à venir à Atlanta. Ils n'ont pas exigé, ils n'ont pas annoncé, ils ont demandé. Cette différence importait assez pour que je réponde. Adrienne et moi en avons parlé pendant 2 nuits avant que j'accepte. Il ne m'a jamais dit quoi faire. Il m'a demandé quel résultat je voulais, quelles limites j'avais besoin de poser, et ce que je ferais s'il la franchissait. Ces questions m'ont plus aidé que des conseils. J'ai dit à mes parents qu'ils pouvaient venir dîner, mais qu'il y aurait des conditions. Pas de photos, pas de publications sur les réseaux sociaux, pas de discours sur la guérison, pas de simulation selon laquelle le passé était un malentendu. S'ils voulaient rencontrer mon mari, ils devaient le rencontrer en tant que personne, et non comme la preuve que j'étais enfin devenu acceptable. Ma mère a répondu en premier. Je comprends. Mon père a répondu 1 heure plus tard. Nous respecterons cela. Je n'ai cru entièrement ni l'un ni l'autre, mais j'ai cru qu'ils essayaient. C'était suffisant pour un dîner, pas assez pour une confiance totale. Quand ils sont arrivés, ma mère a apporté de simples tulipes blanches enveloppées dans du papier craft. Ses mains tremblaient quand elle me les a données. Mon père se tenait à côté d'elle, paraissant plus vieux qu'il ne l'était au mariage. Adrienne a ouvert la porte avec la gentillesse calme qu'il accorde à tout le monde jusqu'à ce qu'on lui donne une raison de ne pas le faire. Il a serré la main de mon père, a serré ma mère dans ses bras quand elle a tendu les bras maladroitement vers lui, et les a accueillis dans la maison dont ils ignoraient l'existence. J'ai regardé ma mère observer notre loft, les livres près de la fenêtre, la photo de mariage encadrée sur l'étagère, les 2 tasses de café près de l'évier, les preuves d'un vrai mariage partout, ordinaire et indéniable. Pour une fois, elle n'a pas fait de commentaires sur l'apparence. Elle a juste regardé. Le dîner a été prudent au début. Mon père a interrogé Adrienne sur la médecine d'urgence, et Adrienne a répondu sans faire de représentation. Ma mère a demandé depuis combien de temps nous vivions là. J'ai dit 4 ans. Elle a tressailli. 4 années de fête, d'anniversaire,
d'appels téléphoniques et d'insultes occasionnelles s'étaient écoulés pendant que je rentrais chez moi dans cet endroit, et qu'il m'imaginait manger des plats à emporter seul. À la moitié du dîner, mon père a posé sa fourchette. « Je te dois des excuses » a-t-il dit. Sa voix était rauque. Je pensais que je plaisantais au mariage. Je pensais que je soutenais ta mère. Mais je comprends maintenant que j'aidais à t'humilier. J'ai fait ça avant, plus d'une fois. Je suis désolé. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais elles étaient nettes. Pas de mais, pas de si, pas d'explication. J'ai hoché la tête. Merci, ai-je dit. Ma mère a commencé à pleurer avant de parler. Dans le passé, ces larmes m'auraient sorti de moi-même. Je l'aurais réconforté, j'aurais adouci la vérité, je l'aurais fait se sentir moins coupable. Cette fois, j'ai attendu. Elle a essuyé son visage et a dit, « Je voulais que les gens pensent que j'avais élevé une famille parfaite. Je me souciais tellement de notre apparence que j'ai cessé de voir qui tu étais. » Puis elle a regardé Adrienne. « Je suis désolé d'avoir fait de vous quelqu'un que ma fille devait protéger de nous. » L'expression d'Adrienne a changé. Pas adoucie exactement parce qu'il n'avait jamais été cruel, mais ouverte. Il a dit, « Elisa ne m'a pas caché parce qu'elle avait honte de moi. Elle m'a caché parce qu'elle avait appris que sa joie n'était pas en sécurité avec vous. J'espère que vous comprenez la différence. » Ma mère s'est couvert la bouche et a hoché la tête. Cette phrase est restée dans la pièce pendant un long moment. Après le dîner, mes parents ont posé des questions sur le mariage. Je leur ai montré 6 photos. Pas tout l'album, juste 6. La serre, la pluie, Bianca qui pleurait, Adrienne qui riait, ma main dans la sienne, le petit gâteau que nous avons coupé pendant que tout le monde applaudissait. Ma mère a pleuré à nouveau silencieusement cette fois et ne m'a pas demandé de la faire se sentir mieux. Mon père a dit, « Tu avais l'air heureuse. » J'ai dit, « Je l'étais. » Il a hoché la tête comme si cette réponse faisait mal, et peut-être que ça devait l'être. Sienna m'a contacté plus tard cette semaine-là. Son message disait, « J'ai pensé au nombre de fois où j'ai laissé maman nous comparer parce que cela m'avantageait. Je suis désolé. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je veux apprendre à être ta sœur sans avoir besoin d'être la meilleure fille. » Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, « Nous pouvons commencer par l'honnêteté. Nous ne sommes pas proches maintenant. Je ne sais pas si nous le serons un jour. Mais parfois, la guérison ne commence pas par la proximité. Parfois, elle commence par la première conversation où personne ne ment. Ma relation avec mes parents est différente maintenant. Plus petite mais plus vraie. Ils n'ont pas un accès illimité à ma vie parce qu'ils se sont excusés. Des excuses ne sont pas une clé. C'est frapper à la porte. La confiance décide si la porte s'ouvre, jusqu'où, et pour combien de temps. Je les aime toujours, mais je ne laisse plus cet amour me coûter ma dignité. Je n'assiste plus aux événements familiaux où les blagues sur ma vie sont traitées comme inoffensives. Je n'explique plus mes limites aux personnes déterminées à les mal comprendre. Adrienne et moi continuons à construire la vie que nous avons protégée pendant des années. Nous travaillons. Nous voyageons quand nous le pouvons. Nous brûlons parfois le dîner. Nous nous disputons sur les réglages du thermostat. Et nous nous asseyons sur le canapé après des journées difficiles, laissant le silence être gentil au lieu d'être lourd. C'est l'amour pour moi maintenant, pas une représentation, pas une approbation, pas être choisi d'une manière qui met les autres à l'aise. Le véritable amour, c'est le respect quand personne ne regarde. La vraie famille n'est pas celle qui utilise votre douleur pour faire mieux passer une blague à un mariage. La vraie famille est celle à qui l'on peut confier sa joie. Ce qui s'est passé cette nuit-là m'a appris quelque chose que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Votre valeur n'est pas décidée par votre statut matrimonial, les attentes de vos parents, les réussites de vos frères et sœurs, ou l'histoire que les autres racontent parce que votre vraie vie ne correspond pas à leur image préférée. L'éducation n'est pas seulement ce que nous apprenons à l'école ou dans les livres. Parfois, la connaissance la plus précieuse vient du fait de comprendre enfin qu'une paix sans respect de soi n'est pas une paix du tout. Ricanement si les gens ne vous aiment que lorsque vous êtes facile à expliquer, facile à contrôler ou facile à comparer, alors ce qu'ils aiment, c'est peut-être leur image de vous, pas votre cœur. Protégez votre bonheur. Protégez votre nom. Protégez les parties de votre vie qui sont encore tendres. Et si les personnes les plus proches de vous vous font un jour sentir que vous devez cacher votre joie pour garder leur approbation, rappelez-vous ceci.
Vous n'êtes jamais né pour être la version plus petite de vous-même juste pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand. Avez-vous déjà dû cacher quelque chose de beau dans votre vie parce que vous aviez peur que votre propre famille ne le juge? Si c'est le cas, j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Et j'espère qu'un jour vous trouverez le courage de cesser de demander aux personnes qui vous blessent la permission d'être entier. Cette vidéo a été écrite uniquement pour la narration et la valeur éducative. Nous espérons que l'histoire rappelle aux spectateurs que la trahison peut vous changer, mais qu'elle n'a pas à détruire votre avenir.